Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. En 2022, au Québec, 11 904 infractions sexuelles ont été rapportées par la police selon l'Institut national de santé publique du Québec. Selon Statistique Canada, seulement une agression sexuelle sur 3 déclarée à la police donne lieu à un dépôt d'accusation. Mais au fond, est-ce que ces chiffres parlent vraiment, sachant qu'il y a tellement de survivantes et survivants d'agressions à caractère sexuel choisissent de garder le silence? On a donc décidé d'interpeller le CALAX pour en discuter. On a nos deux chères, très belles invitées, Patricia Barrette et Jenny Groux, avec nous pour nous parler de ce sujet-là. Alors, comme première question, quelles sont les plus récentes statistiques d'agression à caractère sexuel chez les 15-35 ans? Bien, en fait, c'est ça. J'ai fait des petites recherches, là, parce que je connais pas toutes les statistiques sur le bout de mes doigts, mais selon l'Institut national de santé publique du Québec, j'ai pas pu me rendre jusqu'à 35 ans, là, mais c'était clairement écrit que pour les femmes de 15 à 29 ans, c'est près de 49 % des femmes qui vont subir, en fait, des comportements sexuels non désirés. Fait que, tu sais, c'est quand même un chiffre élevé. Ce qui est inscrit aussi, c'est que c'est les jeunes de 12-19 ans qui présentent les taux les plus élevés d'agression sexuelle rapportés. C'est sûr que moi, ça m'amène un questionnement. J'espère que cette augmentation, ça va s'expliquer surtout par le fait que de la sensibilisation, de la prévention qui est faite et non parce qu'il y a une hausse de violence sexuelle. C'est ce qu'on souhaite. Puis, tu sais, ce qui est important à savoir aussi, je crois, c'est qu'il y a seulement 5 à 6 % des agressions sexuelles qui sont signalées à la police chaque année. Fait que, tu sais, si on en revient au fait plus haut, ce qu'on dit, bien, il y en a juste 1 sur 3 qui sont retenues. Puis, en plus, il y en a juste 5 à 6 % tu sais, qui le mentionnent, qui le déclarent à la police. Je me dis, mon Dieu, c'est vraiment une ampleur dont on n'a peut-être pas réellement conscience. Oui, parce qu'au final, tu n'as jamais accès aux vrais chiffres là, de ça. Là. Ben non, parce que... Il y a une hausse de dénonciation à la police. Est-ce qu'avec le mouvement #MeToo, il y a comme eu une augmentation par rapport à ça? Oui, je pense que oui. Puis tu sais, j'ai quand même regardé plusieurs documentaires, plusieurs choses. Puis tu sais, clairement que ça a eu un entraînement d'encourager les personnes à nommer des violences sexuelles qu'ils ont vécues. Puis tu sais, les statistiques étaient quand même autour de 2022, là, les plus récentes. Fait que tu sais, je pense que c'est pas mal dans ces années-là. Fait que ça aussi, je suis pas mal certaine que ça a eu un impact certain. Tu sais, surtout que l'on parle 12-19 ans, c'est pas mal les âges qu'on est sur les réseaux et tout ça, que je me dis. Alors, quelles sont les formes d'agression et leur définition? Bien, en fait, on parle depuis le début des violences sexuelles. C'est un terme qu'on a élargi. Ça tend à changer. Là, on parlait beaucoup d'agression. On a trouvé que le terme violence sexuelle était plus approprié parce qu'il est plus large. Agression sexuelle, c'était typiquement ce que les gens connaissent le plus, qui est le viol. Alors que les violences sexuelles, c'est beaucoup plus inclusif. Et puis, il y a toutes sortes de violences sexuelles, de gestes à caractère sexuel. Alors, on a pensé ce soir d'en faire un petit peu une petite énumération. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà, puis il y en a qui vont vous surprendre. Mais comme je disais, les violences sexuelles, c'est vraiment général, c'est plus inclusif. Fait que c'est pour ça qu'on utilise davantage ce terme-là là, aujourd'hui. Donc, comme je disais, bien, il y a le sens classique là, de l'agression sexuelle qui est le viol. On a aussi le leurre qui peut être informatique, là, ou, où ce qu'on essaye de... Le grooming qu'ils appellent. C'est comme un processus, dans le fond, qui va construire une relation de confiance, une relation de dépendance, d'attachement avec une personne. Ça peut être informatique ou ça peut être en personne. Là. Souvent, ça va être des gens qui vont être plus vulnérables, qui vont être ciblés par les agresseurs. C'est dans le but d'obtenir un avantage sexuel. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission Fugueuse. Oui. Bon, il y avait beaucoup de grooming là-dedans. Okay. Au début, c'est ça, il est gentil, on se doute pas de quel genre de personne que c'est, pour éventuellement atteindre son objectif ultime, là, qui est, dans le fond, utiliser la personne pour ses avantages personnels puis des faveurs sexuelles. C'est plus fréquent chez les mineurs et les jeunes adultes. Ça peut être un entraîneur avec un jeune athlète. C'est un exemple. Au fil du temps, on crée une relation de confiance. On utilise sa position pour avoir des privilèges. Ça, c'est tout du grooming.
Ce type de violence sexuelle-là, c'est pratiqué en ligne aussi, comme je disais, là, l'art informatique, là, ça en fait partie aussi. Une autre forme d'agression, il y en a plusieurs. Là. Ça peut être le harcèlement, ça peut être les attouchements sexuels. Il y a le harcèlement aussi, les propos, les commentaires, les blagues déplacées sur la sexualité, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, excusez, ça c'est vraiment dur à dire, c'est ma bête noire. Un jour, je vais l'avoir. Mais tu sais, c'est ça comme de regarder ou de montrer des parties de notre corps sans que la personne ait consenti finalement. Puis l'exploitation sexuelle, bien ça, souvent, c'est ce qui va suivre justement le grooming, là, parce que la relation de confiance est comme installée, puis après ça, va malheureusement utiliser la personne, soit pour qu'elle fasse des services en échange d'argent. Je pense aussi à la on n'est pas bonne dans les mots ce soir. Ben oui, la cyberagression, qui peut être de la sextorsion. Tu sais, si tu m'envoies pas une photo de toi, je vais partager celle qu'on a échangée ensemble quand tu étais consentante, mais là, que tu n'as plus envie d'en envoyer. Ou alors qu'on était en relation à ce moment-là, puis que là, tu changes dans le fond ton consentement, ou il pourrait même avoir hacké ton compte, puis après ça, faire des demandes pour lesquelles tu n'es pas d'accord, mais que là, tu te sens obligé de le faire. Là. Avec Snapchat, tout ça, il y a eu comme il y a eu une hausse aussi des... Ben, je ne sais même pas c'est quoi le terme en français, là, pour les nudes. Ah oui, les photos, des photos à mettons, caractère sexuel. Ouais. Là, ouais. Est-ce que, mettons, quelqu'un envoie des photos de ses parties à quelqu'un, est-ce que ça, c'est considéré comme une agression sexuelle? Une violence sexuelle, mettons? Absolument. Oui, fait que ça rentre dans cette catégorie-là. Oui, ça serait dans cette catégorie-là. Fait que quand même, il y a... Tu sais, ça arrive quand même plus... Ben, pas plus souvent qu'on pense, mais justement, il y a tellement de critères. Puis souvent, les gens vont penser qu'une violence sexuelle, ben c'est... Ou une agression sexuelle, il y a eu, mettons, pénétration. Puis c'est une agression. S'il n'y a pas eu ça, ce n'est pas une agression. Tu sais, encore à ce jour, il y en a qui pensent ça, là. Absolument. On n'a pas nommé, mais l'inceste, c'est une forme d'agression aussi. Maintenant, on a changé aussi les termes. On appelle ça violence sexuelle intrafamiliale. Okay. Pourquoi intrafamiliale? C'est parce qu'on a réalisé avec beaucoup de familles reconstituées, des familles intergénérationnelles qui habitaient ensemble, que dans le fond, l'inceste était un lien de sang entre les parents, les frères, les sœurs, alors que là, c'est un terme encore plus inclusif qui pourrait être dans la même unité familiale, ce qui fait du sens de nos jours. Là. Est-ce que vous avez remarqué une forme d'agression plus présente qu'un autre ici au Témiscamingue? C'est dur à dire, on n'a pas de stats. Plus dénoncé, peut-être? Mais j'ai pas de stats là-dessus, mais moi, j'ai l'impression pour le groupe d'âge là, qu'on a présentement, c'est beaucoup ça, là, des échanges sur les réseaux sociaux non consentis qui finalement mènent à des drames, on va le dire, là. Sur le coup, tu sais, les Internets, ça va vite. Tu n'as plus de contrôle sur ce que tu as bien voulu partager au début ou qu'on a utilisé sans ton consentement. Ça peut être ça aussi, là. Je pense que c'est la formule pour le groupe d'âge là, dont on parle ce soir qui est la plus... même les attouchements, c'est quand même très, 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 très fréquent. Je pense que les gens se sentent... ça serait quoi le bon mot? Se sentent permis de faire parce que c'est des jeunes, parce que on est un party, parce qu'on avait du fun ensemble, parce que c'est ma blonde, parce que on a bu à soir. Fait que, tu sais, les attouchements, c'est assez fréquent aussi chez ce groupe d'âge de jeunes. Le fait que ce soit des plus jeunes, c'est qu'il y a plus de violences sexuelles, est-ce que c'est en lien avec un manque d'éducation, tu sais, quand on est jeune? Est-ce que ça peut être lié ou... Ça en fait partie, c'est ouais, sûr. C'est ça, si je peux me permettre. Bien là, ce qu'on entend parler, c'est qu'il y a la sexualité qui commence de plus en plus jeune. Mais tu sais, légalement, il n'y a pas de consentement avant 12 ans, là. Il n'y a personne qui peut consentir. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. S'il y a des adultes qui sont témoins de certaines choses. Tu sais, par contre, au-delà de ça, moi, j'ose espérer que c'est vraiment juste parce qu'il en parle plus puis qu'il le dénonce plus quand ça arrive que vraiment par manque d'éducation. Parce que, sérieux, je me promène beaucoup dans les écoles puis, tu sais, malheureusement, le discours que j'ai, c'est « Hey, on est comme tanné d'en entendre parler, on sait c'est quoi le consentement. » Fait que là, j'essaye d'apporter le fait de « OK, oui, on sait c'est quoi en théorie, mais dans la pratique, il semble avoir des petites lacunes. » Parce qu'il y a un effet aussi de, tu sais, la socialisation, là, ce que les gens... de génération en génération, ou ce que les gens pensent et laissent croire, qui éduquent eux-mêmes leurs enfants, ou ce qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux.
Tu sais, les femmes sont beaucoup utilisées encore comme des objets, ou tout ça, ça contribue à laisser croire aux jeunes que c'est la normalité. Oui, puis il y a tout l'inverse aussi avec les courants de masculinisme. Puis, tu sais, aussi de démontrer à l'homme, il faut que tu sois fort, il faut que tu prennes pouvoir. Tu sais, c'est sûr que ça aussi, là, eux autres sont mélangés dans les rôles. Les pauvres, on peut les comprendre, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment des messages qui sont envoyés, malheureusement. Comment que le Calax au Témiscamingue, comment vous adaptez votre approche avec les survivantes qui viennent vers vous? Bien, c'est sûr que nous autres, on va adapter notre approche à chaque personne. Tu sais, chaque survivante arrive avec des besoins différents, des démarches qu'elle va entreprendre aussi différentes, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir envie d'aller vers une procédure judiciaire tout de suite, ou d'aller vers des partenaires, ou fait que nous, on y va vraiment avec ce qu'ils veulent. L'écoute, la douceur, le respect du rythme, c'est la bienveillance. Je pense que c'est vraiment les bases sur lesquelles on essaye de s'installer. Là. On veut vraiment que la personne puisse venir se déposer, avoir un moment vraiment où ce qu'elle est centrée sur elle, sur ce qu'elle vit, les émotions que tout ça a amené, c'est quoi ses conséquences aujourd'hui, c'est vraiment ça. Puis nous, ce qu'on vit, c'est vraiment la reprise de pouvoir sur sa vie, tu sais, malgré qu'elle a vécu, comment qu'on peut tranquillement, ça va être dur ce que je vais dire, l'accepter, parce qu'on ne veut pas devoir accepter ça, mais malheureusement, une fois que c'est fait, je veux dire, c'est là qu'il faut s'en aller dans l'acceptation, puis voir les pistes de guérison, qu'est-ce qui va permettre d'atténuer ça. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de rester fidèle à ça, là, c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que le Calax, c'est principalement, justement, l'accompagnement au niveau des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agression auprès des hommes. Il y a Absolument des hommes qui peuvent en vivre quand même. Puis on est très conscient de ça, en fait. On est quand même un organisme qui est inclusif, là. Si un homme fait appel à nous, dans le fond, on va le référer pour qu'il y ait des ressources. Mais notre mission répond directement à des adolescentes et femmes de 14 ans et plus. Ou même des gens qui s'identifient de sexe féminin. Une personne trans pourrait faire appel à nos services, là. Clarifier ça pour pas que... Ben oui, puis il y a la notion aussi qui est quand même importante, là, qu'on est quand même là pour l'entourage du survivant ou de la survivante. Fait que, tu sais, si jamais la personne cherche des outils, ou ben, on est là. Pour ses proches, oui. Quel frein psychologique voyez-vous quand une victime hésite de demander de l'aide? Il y en a quand même beaucoup. Il y en a plusieurs, oui, c'est ça. Tu sais, malheureusement, il y a l'événement en soi là, qui est traumatisant, qui est quelque chose d'énorme à surmonter. Mais ce qu'on entend souvent, c'est la honte. Les gens se sentent énormément coupables ou ont peur de ne pas être crus. Puis malheureusement, c'est des fois des gens qui ont eu le courage de mentionner ce qui leur était arrivé. Puis malheureusement, ils ont adresser ça avec des personnes qui n'ont pas été bienveillantes envers eux-mêmes. Fait que c'est sûr que ça met un frein à demander de l'aide par la suite. Il y en a qui vont banaliser pour se protéger. Ils vont se demander si c'est assez grave, si ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide dans telles circonstances. S'il aurait pu aussi réagir autrement. Il y a plusieurs manières de réagir quand on est face à un événement comme celui-là. Là. T'sais, on dit qu'on peut fuir, on peut, j'ai juste les termes en anglais, figer, ou se battre, fight, exactement, ou se battre. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, puis il n'y a pas de mauvaise réponse non plus, parce que ça appartient à la personne, à son vécu, puis il n'y a personne qui peut juger ça. Mais c'est sûr que ça peut être un obstacle pour dire à quelqu'un, moi, je vais de l'avant, puis j'en parle. C'est des émotions qui sont naturelles et fréquentes chez les personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Mais comme on disait tantôt aussi, là, ça, c'est souvent parce que ça a été véhiculé, puis c'est des mythes et des croyances qui ont été répétées, puis qui ont été... Il y en a eu des mauvaises réactions, puis c'est là-dessus comme que les gens se basent. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça doit être un choix là, de prendre l'initiative d'en parler. Je pense que la plus belle affaire qu'on peut dire, c'est que si quelqu'un se confie à vous, peu importe si vous êtes une personne outillée ou non à recevoir ça, la plus belle phrase qu'on peut dire, c'est « je te crois ». Il n'y a rien d'autre que de mieux que ça qu'on peut... C'est juste ça me donne des frissons. Juste ça, c'est la plus belle chose. C'est rassurant, là. Enfin, quelqu'un que j'ai pas besoin de m'expliquer, qui me juge pas, c'est la plus belle chose. Puis, justement, tant qu'à parler des mythes, est-ce qu'il y a des mythes que vous entendez souvent par rapport aux plaintes?
par rapport aux plaintes? Oui, mettons les plaintes, le processus judiciaire. Y a-tu comme des... C'est parce qu'on entend souvent, tu sais, dans les mythes, ça mène jamais à rien, que... Ça mène à la prochaine question, je pense qu'on avait préparé. Ouais. Oui. Tu sais, on n'avait pas envie d'être négative, mais on avait envie d'être réaliste. Ouais. Fait qu'on va dire ça comme ça. C'est pas un processus qui est facile. Ça, c'est des gens qui l'ont exprimé. Puis peut-être que ça explique aussi pourquoi il y a si peu de personnes qui dénoncent aussi. Puis tu sais, le CALAC, ça a aussi la mission de revendiquer pour les femmes. Puis c'est pour ça qu'à soir, on avait décidé d'être transparente, puis de dire que oui, c'est pas un processus qui est évident. Puis des fois, c'est sur le long terme. Des fois, c'est sans résultat. Malheureusement, ce qu'on remarque dans le processus judiciaire, c'est que c'est à la femme de défendre les événements qui sont arrivés. Fait que c'est elle qui porte le fardeau de faire la preuve. C'est malheureux parce que c'est une situation souvent qui implique juste 2 personnes. Fait que c'est ma parole contre celle de l'agresseur. Les preuves, là, c'est pas... les preuves, c'est pas si tangible que ça. Fait que le processus, je peux pas... en toute transparence, je peux pas dire que c'est un processus qui est facile. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Puis c'est pour ça qu'on dit que les femmes, c'est des survivantes. Parce qu'elles ont subi, elles ont pas fait le choix. Puis après ça, en plus, si elles vont de l'avant, il faut qu'il y ait énormément de pression, énormément de sentiments de culpabilité, d'être obligé de se défendre, d'être responsable de la suite des choses, là. Moi, je me questionne aussi, tu sais, oui, le processus judiciaire peut être difficile, puis des fois, ça aboutit à rien, mais est-ce que vous avez des expériences avec des personnes que juste de faire le pas, de faire la plainte, puis de se rendre à une certaine étape dans le processus, est-ce que ça peut avoir aidé comme la personne? Ben, tu sais, je sais pas si toi, Patricia, tu as des exemples concrets qui te viennent en tête, mais c'est sûr qu'à la base, si c'est la survivante elle-même qui le choisit, puis qu'elle nomme que ça va clairement faire partie de ton processus de guérison, qu'elle en a besoin, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ça risque d'avoir des résultats plus positifs, même malgré s'il y a sentence ou non, tu sais, ça dépend vraiment, c'est dans quel but, puis comment que ça a été apporté, puis comment que ça s'est rendu jusque-là. C'est quoi le soutien qu'elle a eu pendant aussi. Je pense que tout ça va faire la différence, là. Bien, il y en a, comme tu dis, là, que c'est vraiment leur choix, puis c'est là-dessus qu'ils vont mettre leur énergie, puis ça va les pousser à continuer leur démarche, puis à être combattantes, puis c'est vraiment un choix personnel, puis ça dépend vraiment de la personne. Mais le résultat n'est pas garanti. Ouais. Faut savoir ça, tu sais, puis encore une fois, en toute honnêteté, les procureurs nomment que, dans le fond, ce qu'ils font comme travail, puis ça, c'est légitime, c'est qu'ils utilisent la situation, l'événement vécu de la personne, mais leur devoir, c'est de protéger la population. Que c'est pas ton avocat. C'est pas ton avocat pour défendre la situation qui t'est arrivée. C'est vraiment, il va utiliser ta situation dont ton témoignage, entre autres, pour aller ensuite essayer d'avoir une condamnation pour protéger la population en général, là. Okay. Puis je me permettrais même de dire que des fois, souvent, il y a des femmes qui vont choisir de le faire par solidarité. Tu sais, souvent, on entend ça, on va dire, tu sais, je vais trouver ça dur, ça me tente pas nécessairement, mais je vais faire le processus parce que je veux pas que ça réarrive à quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux qu'il y ait une certaine leçon peut-être pour éviter de récidiver. Ou tu sais, ça peut être souvent une pensée qu'ils vont avoir. Puis le fait que ce soit difficile, tu sais, le processus judiciaire, est-ce que ça a un impact que ce soit une victime, mettons, une femme versus un homme qui est victime? Tu sais, je pose la question comme ça se peut que vous n'ayez pas la réponse, mais... Je pense pas que le processus est différent. Bien, je pense que dans les 2 cas, dans le fond, c'est que... c'est tellement fait par des personnes différentes, des auteurs différents. Tu sais, c'est dur à dire, mais je pense que dans
dans tous les cas, que ce soit un homme ou une femme, ce qui est vraiment difficile, c'est que ça va jouer un peu sur la crédibilité de la victime, là, de tout le temps leur remettre, de lui faire redire les choses, puis de tout le temps ramener ça sur la table. Mais là, hier, t'as dit ça, mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est beaucoup ça qui se passe. Puis, en tout cas, j'ai regardé les documentaires puis des choses, puis je me dis, mon Dieu, c'est comme de jouer sur la mémoire, d'aller chercher des éléments quand on le sent, qu'on a été super fragilisé, puis que nos souvenirs, tout ça est comme déjà éclaté parce que ce qu'on vient de vivre, c'est irréaliste, puis c'est dur de voir quand ça. on vit des événements comme ça, notre cerveau, des fois, c'est tellement traumatisant qu'il efface des bouts pour essayer de nous protéger. Absolument. Mais quand une victime arrive au tribunal puis doit parler de sa situation, forcément, c'est sûr qu'il y a des moments qu'elle a oubliés. C'est ça, puis c'est comme utilisé contre elle. Mais c'est ça, pour dire que ben, peut-être pas tant... La prendre en défaut, ouais, c'est ça. enlever sa crédibilité. Puis c'est malheureux parce que des fois, là, des processus judiciaires, ça peut être 3 ans. J'ai de la misère à me souvenir ce que j'ai mangé hier. Ouais, c'est ça. Puis j'étais pas traumatisée quand j'ai mangé. Là. Tout était beau, j'étais bien chez nous. C'est impensable de réussir dans les circonstances actuelles, malheureusement. C'est comme vouer à l'échec. Il y en a qui réussissent, je dis pas ça, puis si c'est ce que la personne a souhaite, on va être tellement présente pour elle, puis on va l'accompagner là-dedans, dans toutes les étapes. Je pense qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont. C'est pas un processus facile. Mais vous faites l'accompagnement avec les personnes dans le processus de plainte, mettons. Oui. Dans le fond, les intervenantes du CALAX peuvent accompagner la personne qui désire porter plainte au poste de police. C'est sûr qu'il y a des restrictions, là, parce que c'est une enquête policière, mais on est toujours présente, pas loin, ou en tout cas, selon les circonstances, là. On peut accompagner, tout à fait. Puis c'est sûr que si la personne va plus dans un contexte judiciaire, mais là, il y a le CAVAC qu'on a beaucoup aidé, mais tu sais, comme vraiment plus pour tout ce qui est en lien, comment ça va se passer, la cour, comment que la personne se sent par rapport à ça. Puis tu sais, ça arrive des fois que la personne nous demande de l'accompagner dans ce processus-là aussi. T'sais, des fois aussi, c'est comme anxiogène, fait que tu vas là, mais tu ne retiens pas nécessairement certaines informations, puis ça permet d'en reparler entre nous après, tu sais, de voir si elle a bien compris ou si elle a des questions par rapport à... C'est quoi la différence entre le CAVAC et le CALAX? Bien, le CALAX, c'est nous. Là, on est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Fait que, comme je disais tantôt, on a la mission d'offrir du soutien aux proches, aux personnes aussi qui ont vécu une violence sexuelle. Mais on a aussi une mission de revendication, de mobilisation, de prévention aussi, alors que le CAVAC, c'est vraiment relié au processus judiciaire. Oui, c'est la grosse différence. D'aide aux victimes d'actes criminels. Fait que ça, il faut être en processus judiciaire pour avoir les services du CAVAC. C'est pour ça aussi, tu sais, nous, ça nous permet d'être là avant, puis le pendant, puis là après. Puis s'il n'y a jamais de pendant, c'est pas grave non plus. On va être là. Si le après dure longtemps, ben on est là pareil. Puis il y en a aussi qui ont des périodes où ça va très bien, puis ils ne font plus appel à nos services. Puis il y a d'autres fois qui reviennent, puis que là, ils revivent des impacts de l'événement, ils nous rappellent, puis on revient dans leur vie, puis on essaye de, comme tu disais, là, atténuer ou diminuer le plus les impacts possibles. Et tu sais, on est quand même un petit milieu ici, là, au Témiscamingue, là. Fait que comment vous faites pour garantir la confidentialité d'un jeune ou d'une jeune victime à chaque étape? Fait que, mettons, tout ce qui est prise de déposition, examen médico-légal, suivi, dans une petite région comme le Témiscamingue. Bien, je pense que déjà d'emblée, ce que tu nommes, ça devrait être tous des services confidentiels, puis que chacun est comme tenu à sa propre confidentialité, là, dans toutes les démarches qu'on fait, chacun a comme son petit bout à faire. Là. C'est sûr que nous, de notre côté, ben déjà d'emblée, on s'affiche pas le CALAX, l'adresse. En théorie, c'est quand même un lieu où que la femme, tu sais, se rend parce qu'elle sait c'est où, parce qu'on l'a invité. Mais je comprends ton point. C'est vrai que ça peut être délicat au Témiscamingue, tu sais. Je rentre là, fait que c'est... Bien, ce que j'ajouterais par rapport au partenariat puis tout ça, parce que c'est précieux, là. Nous, on a une expertise en agression sexuelle, mais on a besoin des partenaires des fois, puis ça se pourrait qu'on communique avec eux.
La façon que le Calax fonctionne, c'est qu'on est toujours en transparence avec la personne qui fait appel à nos services. Fait que toutes ces démarches-là, on va le faire avec elle. Ça va être important qu'elle participe à son processus de cheminement, puis ça va partir de ses besoins puis de son rythme à elle. Pour nous, la confidentialité, c'est super précieux. Puis, comme tu disais, pour l'emplacement, ben c'est pour assurer la sécurité des gens qui vont faire appel à nos services. Fait que je pense que la clé qu'on a, c'est de vraiment faire participer la femme à toutes les démarches qu'on va entreprendre. Fait qu'elle va être au courant. Si on fait quelque chose, si, par exemple, on est tenu de communiquer pour un autre service, ben elle va être là, elle peut même entendre ce qu'on dit. Il n'y a pas de secret, pas de cachette. Je revenais un peu en arrière. Là. Vous avez parlé là, de, mettons, quand il y a un procédé judiciaire, mettons, c'est là que le CAVAC rentre en compte. Est-ce que c'est vous qui dites à la victime, qui vous la référez, on va dire, entre guillemets, ou c'est la victime qui doit s'y rendre, ou c'est... Comment que ça marche? Bien, en fait, d'abord, il faut dire que tous les processus de judiciaires qui partent par une plainte aux policiers, c'est géré par des enquêteurs. Ce n'est jamais des patrouilleurs. Ça, c'est la première chose. La personne va être rencontrée par un enquêteur, puis il va avoir une entrevue. Souvent, elle est filmée. Puis ça peut servir de preuve ou en tout cas d'appui dans le témoignage rendu à la cour. Et c'est l'enquêteur qui va avertir le CAVAC qu'il y a eu une demande avec la personne, là. Puis après ça, nous, on est un service volontaire, le Calax. Fait que ce qu'on souhaite, c'est avoir un bon partenariat avec les policiers pour qu'on soit aussi dans le coup de, du moins, donner notre organisme en référence à la personne, puis qu'après, elle peut nous contacter ou qu'elle dirait aux policiers, « Je suis d'accord à avoir des services du Calax, tu peux-tu demander aux filles qui communiquent avec moi? » Ça pourrait être une stratégie. Mais le CAVAC, c'est censé être les enquêteurs qui transmettent l'information. Puis pour porter plainte, en fait... Bien, en fait, je pense qu'on peut utiliser les numéros d'urgence ou se présenter directement au poste. Là. Tu peux le faire par écrit aussi, je pense? Ça peut être par écrit, mais c'est sûr que ça va être fait avec un enquêteur. Ouais. Fait que, des fois, ils ne sont pas disponibles. Des fois, c'est mieux de prendre un rendez-vous. Des fois, on peut même, ça s'est déjà fait, là, rencontrer une première fois le policier dans nos bureaux, dans un environnement sécuritaire qui explique un petit peu le processus. Des fois, les personnes sont ambivalentes, elles ne savent pas le processus judiciaire, sont inquiètes, veulent un peu avoir une idée de ce que ça va avoir l'air pour la suite. Ça peut tout se faire avant même d'aller faire une entrevue vidéo au poste, là, mettons. Puis est-ce qu'une personne qui se présente, porte plainte à un enquêteur, 2 jours après, finalement, décide que non, je ne veux pas aller plus loin? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dans les droits des victimes de ne pas aller plus loin? C'est dans le droit des victimes. À tout moment, une personne peut se retirer. C'est sûr qu'il faut comprendre, comme j'expliquais tantôt, que les procureurs représentent la population. T'sais, ils ne veulent pas mettre de pression sur les personnes, mais c'est sûr qu'ils ont été mis au courant qu'il y avait eu une agression. Ils pourraient, eux, au moins prendre contact avec la personne puis dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es retiré? Est-ce qu'on peut t'accompagner dans ça? Parce que c'est important de dénoncer. Là. Ça, je veux dire, c'est pas discutable. Là. Ouais, la personne peut se retirer à tout moment. Puis il n'y a pas de délai de prescription pour porter plainte. Je ne sais pas si délai de prescription, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. Disons, j'ai vécu une agression quand j'étais un enfant de 5-6 ans. Puis je suis rendue à 25 ans. Puis j'ai envie aujourd'hui dénoncer ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas de date de fin. Là. Okay. Alors que pour certaines infractions criminelles, disons la fraude, là, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être 3 ans maximum après les événements. C'est pas le cas pour les agressions. Ouais. C'est important parce que souvent, les victimes ne sont pas tout le temps nécessairement prêtes à parler après l'acte. Puis c'est après plusieurs années de cheminement, plusieurs mois, plusieurs années que finalement, ils veulent poursuivre pour boucler la boucle. Oui. Ça fait que... Puis même, tu sais, je me dis, des fois, c'est plus frais. Des fois, tu peux te dire, moi, j'ai envie d'exposer ça là, pendant que c'est frais pour moi, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. Ça peut être une stratégie. Comme des fois, j'ai envie d'y réfléchir, je prends des notes, j'ai besoin de temps. Ça peut se faire aussi, là. C'est parce que des fois aussi, il y a des choses qui vont refaire surface ou, tu sais, selon ce que tu vis dans ta vie actuellement, ce qui se passe... Puis ça peut être là que tu as envie de dire, OK, j'ai pas complété ce que j'ai à faire ou je pense que j'ai envie de faire ce bout de chemin-là que j'ai pas fait parce qu'aujourd'hui, ça a de l'impact puis je sens que j'ai besoin de le faire. Puis, admettons, les jeunes de 18 ans et moins qui vous déclarent
un acte de violence sexuelle. Est-ce que vous êtes tenu d'informer, faire une plainte à DPJ ou policière, vu que vous êtes le CALAX, parce que c'est des 18 ans et moins? Ou vu que vous êtes le CALAX, non? Ben non. Ben oui, malheureusement, oui, il va falloir faire un signalement. Puis, tu sais, ça, je veux dire, c'est tout citoyen qui est témoin. Je dirais pas malheureusement. Au Ben, final, c'est pour protéger. Malheureusement, dans le sens que ça peut empêcher certaines personnes à aller de l'avant. Ouais. Mais oui, tu as raison. Là, c'est pour du positif. C'est pour s'assurer que ces personnes-là aient les bonnes ressources. Par contre, il y a quand même des choses qui ont changé un petit peu là, au niveau de l'obligation de porter plainte. Avant, je pense qu'automatiquement, quand tu étais mineur, tu étais obligé de porter plainte. Je pense qu'à cette heure, à partir de... Ben, l'obligation de signaler, ça, elle demeure, là. Ouais. Puis, comme tu disais, c'est autant les professionnels que la communauté en général, là. Tout acte de violence sexuelle et de violence physique. On est dans l'obligation. Mais effectivement, que la protection de la jeunesse, puis là, je mets une bémol, je travaille pas pour la protection de la jeunesse, fait que je parle en leur nom, mais on a remarqué qu'il y avait tendance à changer, surtout pour les âges de consentement. Okay. Avant ça allait quand même assez rapidement pour dire, ben ça prend une enquête policière. Maintenant, on analyse plutôt la situation, puis ça se pourrait que la protection de la jeunesse prenne une décision différente d'aller de l'avant pour mettre en place la grosse affaire là, juridique. Ça va dépendre des circonstances, de comment les parents sont-ils au courant de la situation. Est-ce que l'enfant est... Parce que la protection de la jeunesse, c'est pour protéger les enfants. Fait qu'ils vont tous aller analyser ça avant d'aller plus loin. Okay, là, on a parlé vite fait là, des âges de consentement. Mais je pense que ça pourrait peut-être être bon de ramener un petit refresh sur c'est quoi les âges de consentement, les âges de couple quand on est au secondaire. Peut-être de rappeler un peu c'est quoi les différents oui, tout à âges, fait. ça. Mais tu sais, un peu, je l'avais dit tantôt, en bas de 12 ans, il n'y a aucun consentement. Puis tu sais, quand on parle de consentement pour le contact sexuel, c'est contact sexuel. S'embrasser, en théorie, c'est un contact sexuel. Ensuite de ça, ben quelqu'un de 12 et 13 ans, selon la loi, là, c'est drôlement coupé, mais c'est vraiment pour quand tu arrives envers la loi. Là, eux, c'est comme ça qu'ils le calculent, qu'ils le font. Un 12 ans et un 13 ans peut sortir avec une personne de 2 ans moins un jour. Donc, un 12 ans avec un 14 ans et 364 jours, puis un 13 ans, un 15 ans et 364 jours. Après ça, on a 14 et 15 ans, que c'est 5 ans moins un jour. Fait que c'est tout le temps l'âge le plus jeune, plus 5 ans. Puis, à partir de 16 ans, le consentement peut être valide avec n'importe quel âge. C'est mon préféré. Ce que je veux dire, c'est que c'est celui qui frappe le plus. Là. Ouais. Un 16 peut sortir avec un 86. Ouais. Légalement, c'est légal. Mais est-ce qu'un 16, parce qu'il y a aussi toute la notion là, d'autorité. Bien, c'est ça. Le 16 ans, c'est sûr que là, tu sais, si un 16 ans sort avec une personne de 60 ans, puis elle arrive tout le temps avec le dernier sac Gucci, puis tu sais, qu'on voit qu'il y a peut-être des choses, qu'il y a des chances qu'il y ait des échanges de services comme pour que tu aies tout ce qui... Tu sais, je pense qu'il faut porter un œil attentif. Mais de 12 ans à 16 ans, bien jusqu'à 18 ans, si c'est une personne en contexte d'autorité, il n'y a pas de consentement. Fait qu'admettons, tu as 13 ans, tu sors avec un 15 ans, 364 jours, mais que c'est ton chef d'équipe au travail ou ton coach de volley, en théorie, il n'y a pas de consentement. Même si les âges sont respectés. Ça, est-ce qu'à 18 ans, ça arrête? Mettons quelqu'un de 25 ans que son coach, on va reprendre le coach de volley, là, mais quelqu'un qui est en autorité, après 18 ans, techniquement, il n'y a plus cette notion-là. Bien, elle pourrait être quand même victime de violences sexuelles. Oui, il pourrait avoir fait du grooming avec elle, même si c'est une adulte. Ouais. Puis qu'éventuellement, elle réalise qu'elle est dans un tourbillon d'agression, de contrôle, pourrait porter plainte contre cette personne-là. Là, ça serait pas l'argument des âges légal, par exemple. Ouais. Comment définiriez-vous le terme consentement en 10 secondes? Je le définirais comme suit. Êtes-vous prête? Le consentement, c'est deux personnes qui veulent vraiment la même chose, au même moment, avec la même liberté. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de pression, un vrai désir partagé. C'est beau, c'est clair. C'est merveilleux. Vraiment. C'est clair. Puis un consentement, vrai ou faux, est-ce que ça peut être changé
au fil du temps. Mettons, Tout à fait. dans 1 heure, est-ce que le consentement peut changer? Donc, ça peut, même Ben, dans certainement. 5 secondes, ça Oui, peut. ça peut. Ouais. Ça peut être sur le moment présent. Ça me tentait, là, ça me tente plus. Oui, absolument. N'importe C'est quand. important de le rappeler Oui, aussi. C'est ça. très, très réversible, le Est-ce- consentement. Est-ce qu'un consentement d'une personne en état de d'ébriété, alcool, drogue, est valide? Non, jamais. Non. Fait Faut quelqu'un que la qui dit qu'il est personne- consentant, mais qui est en état de consommation. Mais Aurait cette droit, personne-là là. peut consentir malgré Oui, son c'est état. Mais si par après, elle nomme qu'elle n'était pas d'accord, puis que pour elle, elle a vécu comme une agression, bien, le fait qu'elle était en état d'ébriété, la personne, elle aurait dû lui dire « Je peux pas avoir de rapport sexuel avec toi, par exemple, parce que je veux être certain que tu consens, puis c'est du plaisir pour les deux personnes. On entend souvent aussi des personnes qui vont venir invalider une violence sexuelle parce que « Ouais, mais t'as eu du fun. Ouais, mais ton corps, il a réagi comme quoi que t'avais eu du fun. » Est-ce que ça vient dire que... Comme, je sais pas comment poser la question. Là, Ben, mais- c'est une grosse question. Là. Sérieusement, je me questionne vraiment sur quoi se base son jugement pour dire que la personne elle a eu du fun, premièrement. Puis deuxièmement, ben, c'est très, très normal que le corps ait des réactions physiologiques. Là. Je veux dire, c'est comme ça. Là. C'est... Ah, c'est une question de jugement. T'as mis Ouais. les bons mots. Ben, Ouais, c'est ça. Absolument. C'est parce qu'il y en a beaucoup des fois qui vont dire « Elle a eu du fun, fait que c'est pas une agression. » Tu sais, quand on dit croire la personne, ben c'est ça. C'est celle qui l'a vécu qui est la meilleure pour l'expliquer. Ben, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris du temps avec nous, là, de nous parler de ce sujet quand même assez lourd, mais que vous l'avez apporté d'un côté quand même vrai, mais aussi vous avez essayé de le mettre le plus positif. Merci de nous avoir reçus. Merci. Tu vois que c'est un sujet qu'on pourrait parler longuement. Oui. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!